Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci. Pendant que tu faisais l'intro, j'étais en train de réfléchir à ce que j'ai fait cette semaine, parce que je ne l'ai pas écrit et préparé. Ouais, voilà. Et j'avoue que je crois ne pas avoir fait grand-chose, parce que j'ai fini assez tard tous les jours, et je suis en train de broder pour essayer de me rappeler, mais non, j'ai rien d'incroyable à raconter, à part toujours un petit peu de Castlevania, parce qu'on va en parler bientôt. D'ailleurs, je l'avais pas dit la semaine dernière que j'étais sur les Castlevania 2D, que j'étais en train de refaire tous à la chaîne. Oui, ils ont les compiles de Konami. Exactement, j'ai acheté toutes les compiles et il en fallait pas moins pour me replonger dans... C'est vraiment... Quelle saga. Je suis très addict au jeu Castlevania 2D. Sachant que j'ai refait dernièrement Lord of Shadow et Lord of Shadow 2. Exactement, et comme tu dois nous en parler, Ouais. j'ai prévu, moi, parler de la saga 2D. Et aussi, j'ai repris One Piece en manga, où je m'étais arrêté au tome 33. Et je compte là ne plus m'arrêter, aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment très chouette, hein, c'est une institution One Piece. Donc je suis content de reprendre. Et toi, ta semaine ? Moi, ma semaine, pareil, j'étais très occupé pour mon avenir professionnel. J'ai malgré tout fait quelques petits jeux. J'ai joué à, je le disais la dernière fois, Tales from the Borderlands, que j'ai fini que tu n'as pas aimé. Pour équiper mon backlog, tout à fait, que je n'ai pas aimé. Là, j'ai lancé The Order 1886, que j'essaye de faire. Très bon jeu. Que je l'avais pas fini, en fait. Entre-temps, une grosse nouveauté était sortie, je me suis orienté dessus, donc là, j'ai dit, je vais reprendre à zéro. Et vraiment, je m'amuse beaucoup. C'est un jeu qui vieillit très bien. Je vais voir si je peux peut-être caler une chronique rétro dans l'année, parce que c'est un jeu dont personne ne parle. Et surtout, c'est tout le développement du jeu, la genèse du jeu. Je trouve ça très intéressant ce qui s'est passé, donc je vais essayer de voir à faire quelque chose là-dessus. Ce serait trop bien. Sinon, je me suis mis sur la saison 2 de Peacemaker, qui est plutôt cool pour l'instant. On reste dans le traditionnel. C'est un peu en deçà de l'ancienne saison, mais ça se mate bien. Je suis à l'épisode 6. Et je vais voir dimanche, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, la suite. Film que j'attends beaucoup, qui a pris de très bons retours critiques. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Trop bien. Ce qu'on peut faire, c'est un petit point déjà le sommaire, hein, bien sûr. Et également comment faire plaisir à la taverne. Allez, j'enchaîne. Donc, le sommaire, tu vas nous parler de Vowed, The Division, et pour ma part, Clair Obscur, et de nos 3 constructeurs de jeux vidéo qui se sont mis d'accord sur quelque chose d'intéressant. Pour une fois qu'ils sont d'accord. C'est pour ça que je voulais absolument le souligner. Ensuite, tu vas nous faire plaisir avec The Dispatch, ou Dispatch, par les anciens de Telltale. Et enfin, je vais vous parler d'un jeu de société, Ascension, un jeu de deck building en faisant un lien avec le jeu vidéo aussi, donc ça va être sympa. Et comment nous retrouver, Kira, sur les réseaux sociaux, nos 2 comptes Twitter, Facebook, Insta, le site web La Taverne du Gamer avec le formulaire pour nous contacter, aussi à la radio. Donc si vous êtes aux abords de Caen, vous pouvez nous entendre à la radio, et on salue d'ailleurs nos auditeurs radiophoniques. Faites attention en voiture, c'est dangereux. On est diffusé normalement le samedi entre 17h et 18h, donc c'est vrai que c'est un moment propice parce que tout le monde est en voiture, mais attention sur la route. Et sinon, les 5 étoiles, évidemment, Kira, sur les applications de podcast. Voilà, n'hésitez pas. Les petits commentaires, le formulaire, tout ça. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, d'aider la Taverne du Gamer à grandir. Écoute, moi je propose c'est de lancer le générique et puis on attaque avec la première news. Allez, c'est parti. Est-ce que tu te souviens du jeu Avowed ? Je m'en souviens vaguement du coup, un jeu Heroic Fantasy avec une DA un peu bizarre colorée et tout qui changeait un peu la donne, mais c'est sorti début d'année dernière, non ? Quelque chose comme ça ? Alors non, c'est même sorti plus fin d'année dernière. C'est le RPG donc, qui est développé par Obsidian Entertainment, oui. Un studio que j'aime beaucoup au demeurant, qui se déroule dans l'univers de Pillar of Eternity. Est-ce que tu connais Pillar of Eternity ? Ça par contre j'adore. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'en entendre un petit peu parler. Qu'est-ce que tu peux dire ? Est-ce que c'est aussi coloré ? Parce que moi je ne connais pas Pillar of Eternity. Alors c'est pas aussi coloré, c'est plutôt dark. C'est un jeu vu du dessus, pas isométrique, mais enfin vu du dessus un peu à la Diablo. Et c'est dans la lignée des grands jeux de fantasy comme les Baldur's Gate, etc. C'est très dense, très très sympa à jouer.
J'avais fait le premier il y a très longtemps et j'en garde d'excellents souvenirs. Donc c'est une très bonne saga avec un lore justement très riche. Et tu m'apprends que Avowed était dedans, dans ce lore-là. Voilà, et c'est vrai que quand j'ai regardé moi-même des vidéos de Pillar of Eternity, ça n'a rien à voir au niveau de la direction artistique. Rien à voir, c'est dark. Je pense qu'ils ont pris de la drogue, enfin bref. Voilà. En tout cas, le jeu va officiellement arriver sur PlayStation 5, avec une particularité qui n'a pas passé inaperçue sur les réseaux sociaux, c'est que le jeu sera proposé à 30 € moins cher que lors de son lancement sur Xbox Series. Donc, lors de sa sortie initiale, Avowed était vendu au tarif habituel des grosses productions first party, soit 79,99 €. Pour son arrivée sur PS5, Microsoft opte pour une stratégie bien différente. Le jeu sera affiché à 49,99 €, uniquement en démat par contre. Donc, pour tous les vendeurs du physique comme moi, c'est une tristesse sans nom. Un prix quand même nettement plus agressif et qui reflète clairement un virage multiplateforme assumé par Xbox. On en a parlé souvent. C'est vrai que Xbox devient de plus en plus un éditeur tiers et là, bon, ça se ressent de plus en plus. Je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui nous écoutent depuis peu. Depuis plusieurs mois, Microsoft en fait ne cache plus sa volonté de publier ses jeux sur d'autres supports. Donc après l'arrivée sur PS5, il y a eu Gears of War, il y a eu Pentiment, il y a eu Grounded ou Forza en plus, Sea of Thieves et bientôt Halo. Là c'est au tour de Avowed de débarquer sur la console de Sony. Bon, ça n'a pas... On va dire que non seulement c'est pas surprenant, mais en vrai on s'en fiche un petit peu. Ouais. Mais ce qui interpelle davantage, en revanche, c'est l'écart de prix entre la version Xbox lors de son lancement. En réalité, la raison est assez simple. Le jeu est sorti le 18 février 2025. En fait, oui, tu avais raison, c'était en début d'année. Sur Xbox Series XS et PC. Mais le jeu a déjà baissé de prix en décembre, en fait, le faisant passer à 49,99 €. Donc ça s'explique. Voilà, ça s'explique. Le tarif de la version PS5 est donc aligné sur le prix actuel. Donc je vois énormément de gens s'enflammer sur Internet qui voulaient que le jeu soit plus cher parce qu'ils l'ont payé plus cher d'abord. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. On suit le marché, en tout cas. Les joueurs PlayStation pourront ainsi découvrir cette nouveauté dans une version en plus forcément plus complète, avec toutes les mises à jour, les nouvelles classes de perso, etc. Et surtout un tarif à peu près abordable pour du démat. Il faut aussi reconnaître que le jeu n'a pas rencontré le succès espéré malgré des attentes importantes autour du nouveau RPG d'Obsidian, déjà parce que c'est Obsidian et en plus parce que c'est Pillar of Eternity. Le jeu s'est rapidement fait discret dans les classements des ventes et surtout dans les discussions, son absence de localisation dans plusieurs pays également, le jeu étant en anglais sous-titré alors que la plupart des RPG narratifs comme ça sont intégralement doublés. Son arrivée Day One également dans le Game Pass, ça a fortement limité les ventes, forcément. Ouais. Et ainsi que des retours critiques souvent très partagés sur le rythme, la structure, certaines orientations du jeu, sans oublier les polémiques autour de son approche jugée trop woke. Par une partie du public ont définitivement freiné les ventes, en tout cas. Ouais. Résultat, le jeu n'a jamais réussi à s'imposer comme un titre majeur du catalogue Xbox. Et cette sortie PS5, accompagnée d'un prix beaucoup plus accessible, ressemble donc clairement à une seconde chance destinée à toucher un nouveau public et à relancer l'intérêt autour du jeu. Donc, affaire à suivre. Moi, je sais que le jeu ne me tente pas, concrètement. Par contre, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont beaucoup apprécié ce jeu. Un certain Loki, tu sais, qui nous parle souvent sur Twitter, a lui-même apprécié ce jeu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont vanté les mérites, en tout cas. Donc, si c'est l'occasion, si vous aimez les RPG, si vous aimez la DA colorée, pourquoi pas, allez-y, foncez. Écoute, tu m'as appris deux choses. Bon, la première, c'est que ça vient de l'univers de Pillar of Eternity, qui est pour moi de la dark fantasy à la Diablo. Ça n'a rien à voir, hein. D'accord. À la Baldur's Gate. Et qu'on soit en effet dans quelque chose d'assez coloré et tout, je comprends en tout cas pourquoi ça avait fait un petit peu polémique la DA à la sortie du jeu. Et la deuxième chose, je savais pas qu'il sortait sur PS5, donc déjà la couverture médiatique, je suis passé un petit peu à côté de l'info, peut-être à tort. Mais ça me rappelle en tout cas des cas d'école où cette sortie un petit peu en décalé Xbox PS5 fait que, tu l'as dit, les joueurs PS5 bénéficient parfois de jeux moins chers et dans une version plus complète, plus optimisée, mieux finie parce que sortie en décalage. Et on peut tenir ce même procès pour PlayStation quand ils sortent des jeux sur PS5 et 6 mois ou 1 an après sur PC, tout à fait. Les joueurs PC bénéficiant de jeux moins chers avec une meilleure mouture. Donc cette stratégie un petit peu en décalage, je comprends que dans certaines communautés de joueurs, ça fait grincer un peu des dents. Parce que tu as payé ton jeu plein pot et il est moins bien que la console concurrente qui le paiera moins cher avec une version finalisée. Donc c'est vrai que je suis pas très très fan de ça. C'est pas propre à Xbox puisque je prenais l'exemple de PlayStation. C'est pour tout le monde, tout à fait.
Voilà, mais je peux comprendre en tout cas la grogne de certains. Par contre, sur le fait que le prix soit à 50, 49 euros, parce qu'il l'est aujourd'hui sur Xbox à 49, oui, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, il n'y a pas de drama derrière ça. C'est clair. Après, je vais donner un exemple, c'est Stalker 2 qui est sorti, donc quand même tout cassé après, à raison, parce que c'est vrai que le studio a vécu pas mal de choses, mais la version PlayStation 5 est la version la plus aboutie du jeu, en fait. Gâchette adaptative, il y a toutes les mises à jour, enfin clairement le jeu n'a plus du tout la même tête maintenant en fait. Donc c'est vrai que parfois vaut mieux attendre. Là on a un Xbox Showcase qui arrive la semaine prochaine. Oui, carrément. Beaucoup de murmures disent qu'ils vont peut-être balancer en Shadow Drop Fallout 3 Remake. Ça serait cool, mais du coup j'attendrai la version PS5 pour avoir une version corrigée de tous les bugs en fait. Si c'est pas, s'il y a un écart de date en tout cas, voilà. Donc affaire à suivre. Ouais, je suis comme toi, pareil. Enchaînons sur nos 3 constructeurs, donc Sony pour PlayStation, Microsoft pour Xbox et Nintendo pour Nintendo. Voilà. Donc malgré en effet une concurrence commerciale assez féroce, bien que je trouve que la guerre des consoles c'est quand même bien atténué. Ça s'est tari en fait. Il y a encore des vieux réacs de cette époque-là, mais c'est de moins en moins quand même. Oui, je pense que là vraiment on est sur des stratégies très différentes avec Xbox, plus sur l'ouverture, un éditeur tiers monumental. PlayStation, c'est la console, c'est le hardware, et Nintendo toujours un petit peu dans son coin. Donc ce qui fait que la guerre de console, je trouve comme toi qu'elle s'est tarie, et là il y a une bonne initiative à mettre en avant, c'est qu'ils ont fait un communiqué, donc ce matin on enregistre le jeudi 15, et donc jeudi au matin, ils ont fait un communiqué tous les 3 en même temps sur leur site web pour parler du jeu vidéo, mais pour les enfants, et pour mettre en avant le fait que ils doivent se mettre en commun tous ensemble. Il faut regrouper ses forces pour faire un jeu vidéo qui protège nos enfants. Donc sur le papier, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. C'est un très beau mood en fait, et c'est ce que j'aime justement dans le jeu vidéo, parce que s'il y a bien une cause pour laquelle on doit se battre, c'est bien ça. Ouais, carrément. Et en plus, je trouve que ça offre une bonne image de notre média, où c'est rare quand même que 3 géants comme ça. Rare, ouais. C'est comme si que tu vois, je sais pas, t'avais Netflix, la Fox et Disney qui se mettaient d'accord pour avoir une charte commune et préserver nos enfants de je ne sais quel danger lié aux plateformes. Donc là, ils le font dans le jeu vidéo avec 3 piliers. Le premier, la prévention. Pour que les parents ne soient pas pris au dépourvu en face d'un jeu vidéo, et qu'il y ait une bonne communication, des outils de contrôle parental efficaces. Surtout avec la sortie de GTA cette année, je pense que ça va être un débat qui va arriver dans les médias, quoi. Complètement, donc ils s'en prémunissent et je trouve que c'est très bien. Le deuxième pilier, c'est le partenariat. Que les 3 constructeurs collaborent ensemble avec les organismes de protection des enfants et des régulateurs pour partager leur expérience, pour partager leurs études, pour partager leurs connaissances de l'industrie, et mettre tout ça ensemble pour aider justement les gouvernements et les organismes. Donc ça, pareil, c'est plutôt vertueux. Carrément. Et enfin, la responsabilité qui touche nos constructeurs, à savoir avoir un système de signalement efficace pour éviter le harcèlement, les abus. Enfin bref, le message commun, c'est jouer en toute sécurité. Les constructeurs veillent au grain. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, au-delà de la cause qui est, comme toi, je trouve, Kira, hyper louable, c'est que on a les 3 qui vont dans une même direction pour un sujet important. Et je pense que ça peut, ce genre d'initiative aussi, apaiser les esprits des gamers qui vivent encore dans cette guerre hypothétique. En effet, pour moi, c'est la meilleure nouvelle qu'on a eue depuis le début de l'année, donc c'est bien, ça a félicité. Encore une fois, c'est une bonne cause, et encore une fois, ça prouve qu'ils peuvent s'entendre. Donc de là, maintenant que les frontières commencent à être de plus en plus minces entre certains constructeurs, entre le PC, les choses comme ça, donc ils ont tout intérêt à mettre leurs outils en commun, donc souvent c'est l'argent, pour pouvoir justement faire des choses comme ça sur cette belle industrie. Voilà, sur l'inclusivité aussi, le handicap, les choses comme ça. Je vois par exemple Microsoft a beaucoup d'avance sur tout ce qui est prévention du handicap, et s'ils peuvent partager des billes avec Sony de ce côté-là et Nintendo, c'est gagnant-gagnant en fait. Ouais, ce que j'apprécie vraiment, c'est que, encore une fois, l'image que ça renvoie de l'industrie est belle. Cette année, on aura très certainement la sortie du plus gros produit culturel qu'on aura peut-être même jamais. Je pense que GTA va dépasser en termes d'aura le cinéma et tout autre média. Et c'est bien justement d'avoir une image qui est renvoyée au grand public de constructeurs responsables et qui savent ce qu'ils font. Et en ça, c'est vraiment un salut, je trouve.
Ubisoft prépare les 10 ans de The Division, donc 10 ans déjà, hein, et une surprise arrive, donc visiblement l'éditeur n'a pas l'intention de laisser passer cet anniversaire, et à l'occasion du FPS Day, donc je ne savais pas qu'il y avait le FPS Day, d'ailleurs je l'ai appris à ce moment-là, Ubisoft a levé le voile sur plusieurs nouveautés à venir pour The Division 2. Alors, ils ont également laissé planer le doute sur un retour potentiel du premier The Division, mais je vous en parle aussi tout à l'heure, un petit peu de teasing. Donc déjà, ils vont ajouter un mode réalisme pour The Division 2 dans une nouvelle vidéo publiée par Ubisoft Japan. Les développeurs ont officialisé l'arrivée d'un tout nouveau mode. Celui-ci sera pour le moment exclusif à l'extension Warlord of New York et débarquera dans The Division 2, donc c'est prévu pour mars 2026, donc pour les 10 ans de la franchise. Ils utilisent, en fait, c'est marrant, c'est qu'ils utilisent ce DLC comme un véritable terrain d'expérimentation pour les équipes, en fait. Donc ce mode proposera une vision beaucoup plus brute, exigeante et immersive du jeu, avec un retour hautement symbolique dans les rues de New York, donc le premier The Division, là où tout a commencé pour la licence au final. Les joueurs pourront refaire également l'intégralité de la campagne de cette extension avec ses nouvelles conditions, avec des affrontements aussi plus intenses, de nouveaux événements aléatoires, un temps réduit pour tuer les ennemis, des dégâts d'armes beaucoup plus réalistes, donc j'espère qu'on aura moins le sac à PV justement. En fait, maintenant, ils vont calculer les dégâts en fonction du calibre des munitions, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils avaient le système d'armes exotiques, armes rares et tout, etc. Le mode réalisme également va inclure une interface très très épurée, donc avec un minimum d'informations à l'écran, un HUD très limité, une absence de régénération automatique de la santé, ce qui est plutôt cool, des munitions également beaucoup plus rares et un temps de recharge des compétences aussi qui est rallongé. Ubisoft promet aussi une version sans concession et plus authentique de The Division 2 qui se rapprocherait davantage des autres productions Tom Clancy, donc à voir. Donc c'est destiné vraiment aux joueurs qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le jeu sous cet angle totalement différent, mais en parallèle, et c'est pour ça que je voulais faire cette news, l'ensemble de la communauté pourrait potentiellement, on va dire, voir arriver un remake ou peut-être un remaster du tout premier The Division. Alors pourquoi ? Lors du APAC ou APAC, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Cup au Japon, le tournoi Rainbow Six Siege organisé par Ubisoft, un utilisateur de X connu sous le pseudo Domain 024 a repéré une grande bannière mentionnant Tom Clancy The Division Definitive Edition. Donc une fuite qui laisse clairement penser qu'Ubisoft pourrait bientôt officialiser le retour du premier jeu dans une version remasterisée ou définitive, donc potentiellement optimisée aussi PlayStation 5 et Series X, parce que malheureusement ce n'est pas le cas. Là où le dernier Division est optimisé tournant 60 FPS et quand même beaucoup plus beau, là on est encore bloqué sur un framerate à 30 FPS en fait, donc je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui grognent avec ça. Et ils annoncent également pas mal de petites surprises en fait, comme des collaborations avec Rainbow Six Siege, Ghost Recon, Splinter Cell également pour The Division 2, mais également The Division 1. Tu vois, donc ça implique potentiellement un retour de celui-ci. Donc ces annonces, et on va dire rumeurs entre guillemets, arrivent quand même dans un contexte particulier, alors que Julian Gergiti, donc je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé si je le prononce mal, donc c'est le producteur exécutif de The Division 3, et il a récemment commencé à teaser le prochain épisode majeur de la franchise. Donc, mine de rien, cette année, pour The Division, ça risque de bouger, et comme il y a encore énormément de fans de ce jeu, il y a beaucoup de gens qui y jouent, et c'était l'occasion de faire un petit billet dessus, quoi. Ouais, c'est carrément cool, je vois de loin cette licence, et en tout cas, elle semble renaître petit à petit. Je me dis que dans le paysage actuel des jeux du genre, c'est peut-être un bon moment aussi. Oui. Je sais pas si c'est un concurrent direct de Call of, mais on sait les Call of Duty un peu moins sur le devant de la scène. Ceux-là, ils se sont fait éclater l'année dernière. Ouais. Pour l'instant, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être un credo. S'ils font revenir le 1 avec pas mal d'événements, etc. En plus, s'ils font revenir implicitement un petit peu Splinter Cell, peut-être que ça peut relancer une hype autour de la licence qui est incroyable. Donc, c'est des bonnes nouvelles, je trouve, pour Ubisoft. Et je sais que tu aimes bien toute cette licence, donc ce serait cool, quoi. Du coup, j'ai un petit peu creusé, ce qui m'a fait un petit peu halluciner, c'est que Rainbow Six Siege est non seulement joué en e-sport, ça je le savais, mais je ne savais pas qu'il était autant joué encore à l'heure actuelle, alors que c'est un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Et là, je vois que Division, on prend le même chemin, en fait. Et c'est fou comme la licence Tom Clancy continue à capitaliser
malgré déjà que son auteur soit décédé, mais surtout qu'il n'y ait pas eu de nouveaux jeux depuis longtemps. Donc j'espère que oui, Ubisoft va se sortir les doigts et nous sortir justement des belles propositions en lien avec cet auteur que j'aime beaucoup. Carrément encourageant. Terminons sur Clair Obscur Expédition 33. Donc, on vous l'avait promis la semaine dernière, on a manqué de temps. Ce jeu, t'en as entendu parler, toi Il aurait raflé un prix, le jeu de l'année 2025. Voilà. C'est le jeu français qui a fait parler le plus de lui l'année dernière et même un des jeux qui a fait le plus de bruit. Et il y a eu justement une petite polémique en décembre 2025, donc il n'y a pas si longtemps, où le jeu avait raflé. Il avait gagné 2 prix. Le jeu de l'année et meilleur premier jeu au Indie Game Awards. Donc, nouvelle consécration pour le jeu, bien que ce sont des prix moins en visibilité. Voilà, ça reste des prix prestigieux dans le sens où ça reste quand même, il est élu jeu de l'année, mais oui, c'est vrai que ça reste des prix mineurs quand même. Voilà, la cérémonie est moins en visibilité que les Game Awards. Mais ils se sont vus retirer un petit peu après, je crois que c'était 1 ou 2 jours après, je ne sais plus, ils se sont vus retirer leur prix parce que cette cérémonie, je les cite, les jeux développés à l'aide d'une IA générative ne peuvent être nommés. Donc ils ont fait un choix un petit peu radical de complètement enlever les 2 prix gagnés par Soundfall parce que les équipes de Soundfall avaient avoué, je crois que c'était même le jour de la cérémonie, qu'ils avaient utilisé de l'IA générative pour des placeholders, donc c'est des images temporaires qui servent de remplissage et qui sont des textures un peu secondaires. Donc ça, voilà, c'est le constat de base. Ils ont retiré les prix pour 2 raisons. Je vais donner le point de vue des Indie Games et après le point de vue du studio. C'est premièrement pour une raison d'équité selon eux, parce que générer des assets, certes, c'est pas un truc incroyable, mais en le faisant par IA, il y a un énorme gain de productivité et vis-à-vis de ceux qui ne l'utilisent pas, ça crée un décalage en termes de temps de production et donc d'équité et de budget. Et ensuite, comment, si on accepte ça, on valorise le travail qui est fait par un humain, qui fait la même chose, qui fait des assets graphiques, et ce qui a été fait par IA. Comment on valorise les deux? Donc, c'est ça qui ont poussé à leur décision, qui est, somme toute, assez peut-être dur. Et c'est Blueprints qui a remporté le prix du meilleur jeu indé et un autre jeu que j'ai oublié qui a récupéré le premier jeu qui s'appelle Sorry We Are Close. Et la position du studio, c'est que ce studio Soundfall, ils ont expliqué au travers je crois que c'est le PDG qui l'avait dit et François Meurice aussi, le producteur du projet, qu'ils avaient en effet utilisé de l'IA générative dans un concept il y a un petit moment, en 2022, mais que c'était temporaire et que le résultat ne les avait pas convaincus. Donc, ils avaient renoncé avec le temps. Donc, c'était plus un test qu'autre chose. Le fait est qu'ils aient malgré tout quand même perdu leur titre. Donc voilà, qu'en dire, c'est rude. Moi, personnellement, je comprends la position des Indie Awards. Simplement, avec le temps, ça va poser de réels problèmes de frontières. L'IA générative, elle est dans tout. Donc moi, je suis d'accord, quand c'est sur l'aspect créatif, c'est quand même un peu gênant vis-à-vis des artistes. Mais peut-être que les développeurs posent des questions à Gemini, à ChatGPT. Dans ce cas-là, quoi, ils utilisent de l'IA, du génératif. Enfin, c'est tellement un domaine vaste qu'on ne peut aujourd'hui plus le restreindre, ou en tout cas, il faut apporter vraiment quelque chose de très précis, parce que peut-être qu'en effet, le monsieur de Blueprints, qui a fait quasiment son jeu tout seul, le scénario, peut-être qu'il s'est aidé de ChatGPT, ou on ne sait pas, et c'est certainement probable. Donc voilà, ça pose des vraies questions, et pour coup, je trouve que c'est beaucoup de polémiques pour pas grand-chose, surtout qu'ils ont expliqué l'usage de l'IA dans leur cas, qui était quand même assez minime, je trouve. Alors, moi, je suis plus radical que toi, comme d'habitude. Je trouve que c'est de la démagogie complètement de la part des indie games. Ils font ça clairement pour flatter une espèce de... On va pas dire d'électorat, mais d'idéologie, en fait, pour essayer de ratisser le plus ou moins large. En effet, je suis d'accord dans le sens où, quand on remplace des artistes avec de l'IA générative, non. En fait, ça, je ne suis pas d'accord. Après, je vois aussi l'IA générative comme un outil de travail, en fait. Va dire à un mec qui va charrier des caisses toute la journée, non,
tu vas pas utiliser ton tire-pale pour la beauté du geste. Enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule en fait. C'est un outil de travail, il est là, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il faut le réglementer, ça c'est tout à fait normal. Par contre, en l'état, si ça a pu leur économiser des ressources, ou même tout simplement s'ils ont utilisé de l'IA générative, comme tu disais, pour habiller certains assets, pour pouvoir naviguer plus facilement dans le monde ouvert et se représenter plus facilement ce qu'ils voulaient faire, enfin, pour moi, why not, il n'y a pas mort d'homme en fait. Surtout que tous les studios maintenant, même ceux qui disent le contraire, doivent l'utiliser. Larian en a parlé même dernièrement. Oui. Pour moi, c'est pas une raison. Si en l'occurrence, par contre, dans le produit final, des vrais assets graphiques qui auraient pu être faits par un artiste ont été faits par de l'IA générative, là en l'occurrence, la position d'Indie Games me paraîtrait valable. En l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas et je trouve que, encore une fois, c'est de la grosse démagogie, quoi. Ouais, ils ont vraiment été durs parce que je trouve aussi que l'outil n'est pas resté dans la durée, que c'était un test en 2022. Après, ils ont posé un cadre très ferme. Je pense qu'ils peuvent se retrouver aussi très vite piégés par leur cadre parce qu'en effet, qu'est-ce que utiliser l'IA, oui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans quelles circonstances on peut l'utiliser pour tout un tas de choses. Et quand c'est sur un aspect créatif où on fait un chara-design par exemple d'un personnage à la place d'un artiste, c'est problématique. Une jaquette, un dessin, des storyboards, tout ça en effet je trouve ça problématique. Si c'est multiplier des assets, voilà. Et puis que les développeurs le disent, mais est-ce qu'il faut les sanctionner pour ça ? Je suis partagé. Vraiment. Exactement, et on peut aller plus loin. Tu prends Unreal Engine 5, ils ont une bibliothèque d'assets 3D qui sont utilisés de jeu en jeu en payant des abonnements en fait. Et ces assets n'ont pas été faits par des artistes ou ont peut-être été initiés par des artistes au départ, mais surtout sont réutilisés derrière et au final certains jeux ont tout, parce que je pense à Silent Hill F où à un moment j'ai vu un espèce d'étendoir à linge avec un drap qui pendouillait. Et je suis sûr d'avoir vu exactement le même étendoir à linge avec le même linge dans Mafia The Old Country, tu vois. Donc ça peut être réutilisé pour des raisons économiques en fait, mais dans ces cas-là, c'est le même principe. C'est pas un artiste du studio qui a créé cet étendoir à linge, il a été mis là pour meubler et pour habiller l'environnement en fait. Donc du coup, c'est pour ça ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus vaste au final. Donc encore une fois, je trouve que à mon avis, ils ont pris cette décision pour faire du buzz, qui a été vraiment massivement relayé sur les réseaux sociaux. Ouais. Clair Obscur perd son GOTY, enfin, ils n'ont pas perdu le GOTY des Game Awards, c'est l'Indie Game, c'est encore autre chose. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pour faire parler d'eux. Ça a marché, mais pour moi, encore une fois, c'est tiré au bazooka sur un lapin, quoi. Totalement. C'est donc la fin des news. On va attaquer mon test de Dispatch. Donc Dispatch, qui est un jeu qui me faisait de l'œil, mais sans plus en fait. Qu'on m'a pas mal recommandé sur les réseaux sociaux. Un jeu, du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir, on va pas dire en promo, mais à prix plus doux, parce que c'est un jeu qui sort uniquement en démat également. Donc je suis passé à la caisse pour le coup. Et j'ai décidé de le faire, et là je vais vous en parler juste après. La musique, j'ai pas encore sélectionné la musique, parce qu'il y a plein de musiques cool dans Dispatch, des musiques plus ou moins loufoques ou quoi. Donc je ne sais pas ce que vous allez avoir, mais en tout cas, vous allez en avoir une, c'est trop bien. Sounds like hip hop, but it's not, because then the white guitar come in, the white guitar. It's like Run DMC, you know, they came through a wall, but this different song. Dispatch est un jeu vidéo narratif, indépendant et épisodique, développé et publié par Haddock Studio, un tout jeune studio américain formé majoritairement par d'anciens développeurs issus de Telltale Games, tu en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Les créateurs derrière des titres narratifs cultes comme The Well Kill Dead, qui est excellent, Tales from the Borderlands, qui est moins bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou The Wolf Among Us, que j'aime beaucoup également. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille fortement. Des jeux qui ont marqué l'histoire du genre narratif et interactif, et surtout qui étaient très très à la mode il y a une dizaine d'années, et qui ont tendance à disparaître de plus en plus. C'est vrai que maintenant, à part Quantic Dream qui sort toujours des jeux narratifs, bien que D3 ça commence à faire un certain temps, et le jeu que t'as pas aimé là avec les filles là qui font de l'introspection en lisant des cassettes ou se souviennent de leur père justement, là, Blood and Rage, c'est Blood and Rage, et j'étais en train de chercher le nom du studio en fait qui avait fait ça. Donc eux qui sortent également via un système épisodique, ils l'ont sorti en 2 fois. On va retrouver également tous les jeux Supermassive Games, donc Man of Medan, The Dark Picture, dont le 5e jeu arrive prochainement, que j'adore. Au final, tous les petits jeux narratifs qu'on avait à l'époque sur le Xbox Live Arcade ou sur le PSN ont tendance à disparaître petit à petit. De temps en temps, ils en ressortent quelques-uns, mais c'est plus un jeu narratif, mais en version complète. C'est pas de l'épisodique. Donc cette filiation explique immédiatement l'ambition narrative de Dispatch.
un mélange d'humour, de gestion, d'aventure, de rigolade, de drame, donc on va retrouver un petit peu de tout, où chaque choix influence la suite de l'histoire, donc je mets ça entre guillemets bien sûr, et la dynamique entre les personnages est au cœur du récit. Haddock Studio a fait le pari audacieux de sortir donc le jeu en 8 épisodes, publiés entre octobre et novembre 2025. Donc c'est-à-dire c'était chaque épisode une fois par semaine. C'est comme une pièce du puzzle narratif en fait plus vaste, avec comme une série télé un début, un milieu, une fin et un gros cliffhanger qui te donne envie de voir la suite avec impatience. Et c'est à peu près 1 heure un épisode, c'est ça que j'avais cru voir. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des épisodes. Donc la totale, j'ai dû faire ça en 12 heures à peu près pour mon premier run. Donc voilà. Après, je l'ai pas fait du coup dans leur système épisodique, ce que je regrette avec le recul, parce que du coup, moi j'ai tout binge-watché comme une série télé, mais je pense qu'un jeu comme ça, où c'est des petites sessions de jeu d'1 heure, 1 heure et demie, ça peut être sympa justement de spéculer sur ce qui va se passer dans les épisodes suivants. L'histoire de Dispatch commence avec Robert Robertson 3, donc c'est marrant, c'est que déjà là il s'inspire de l'univers des comics avec un personnage dont la première lettre de son prénom et de son nom de famille est la même lettre. On a Peter Parker par exemple, Bruce Banner, là c'est Robert Robertson, ancien super-héros connu sous le nom de Mecha Man, donc ça c'est marrant, c'est qu'en plus son costume m'a beaucoup fait penser à un Gundam un peu plus petit, et ça je pense que son design t'aurait plu. Sa carrière héroïque a été brutalement interrompue lorsque une bombe détruit son armure lors d'une confrontation avec sa némésis, Spectre, un super vilain mystérieux qui a tué son père. Après cet événement traumatisant, faut dire, Mecha Man perd non seulement sa puissance, mais aussi son statut de super-héros et sa carrière. C'est là que le récit prend une tournure originale et du coup qui justifie son titre en fait. Robert se voit propulsé dans un emploi un peu humiliant au départ, donc pas sur le terrain, mais dans un centre de commandement, un peu comme un centre d'appel héroïque, où il va être au téléphone, devant un ordinateur, où il va devoir coordonner des missions, envoyer des héros tous plus insolites les uns que les autres, gérer une équipe composée en grande partie d'anciens super méchants devenus des super-héros, certains super méchants qu'il a lui-même combattus, donc ce qui est assez rigolo, donc il doit garder son identité secrète. Et surtout, c'est des super losers parce que les mecs, ils s'entendent pas entre eux. Donc, c'est assez compliqué de faire une équipe coordonnée avec des personnes avec des égos démesurés, tu vois. Il y a un côté un peu Suicide Squad, alors, peut-être ? Il y a un côté un peu Suicide Squad, mais on va dire plus feel good. Suicide Squad, c'est quand même... je parle surtout des comics, c'est quand même très, très dark. Là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup un peu décalé plutôt. Voilà, plus décalé, mais surtout quelque chose, même s'il y a des passages très gore, il y a de la nudité, des choses comme ça, il y a une scène de sexe à un moment, ça reste quand même quelque chose de plus doux, en fait, avec une morale beaucoup plus, alors je vais pas dire mainstream, mais quelque chose qui prône certaines valeurs, de belles valeurs, tu vois. C'est plus un mix X-Men Invisible, alors peut-être que tu as chroniqué, je crois, Invisible. Oui. Ça s'appelle comment ça ? Alors, au niveau de l'aspect graphique, j'en parlais tout à l'heure, mais ça ressemble plus à Invincible, qui est sur Prime Video, et dans les combats et dans les affrontements, c'est ça que je pensais. Voilà, dans les combats, les choses comme ça, mais à côté, on va se retrouver avec quelque chose qui est plus proche d'un comics Marvel que d'un comics DC, tu vois. On est sur quelque chose de plus léger quand même. Donc l'intrigue n'est donc pas seulement celle d'un super-héros déchu cherchant à retrouver gloire ou vengeance, mais aussi celle d'un homme qui découvre la complexité d'un monde où les héros doivent être recrutés, encouragés et parfois gérés comme des employés capricieux plutôt que des figures idéalistes de justice. Le plus grand atout pour moi de ce jeu réside incontestablement déjà dans son écriture, ses dialogues et son casting de voix aussi incroyablement fort. Alors déjà on va retrouver Aaron Paul qui est connu surtout pour Breaking Bad, qui incarne Robert Robertson. On a également Jeffrey Wright qui fait le commissaire Gordon dans The Batman et qui joue aussi dans Westworld, Casino Royale, donc un acteur que j'adore également. On a Laura Bailey, elle, tu vas la connaître surtout pour Sherry Birkin dans la saga Resident Evil. Ah bah oui. Et elle joue également Abby dans Last of Us 2. Pour les fans. On a une autre personne qui s'appelle Erin Yvette. Elle est dans tous les jeux Telltale. Vraiment, elle a fait plein de jeux, elle a fait énormément de voix secondaires, mais elle est là dans tous les jeux Telltale. Et sympa. Pour finir, on a Matthew Mercer, qu'on connaît beaucoup. Alors, je sais plus qui il joue, mais il est dans FF7 Remake et Rebirth. Et il joue également dans Baldur's Gate 3. Donc, on a quand même des grands noms du doublage. Donc, mine de rien, ça joue. C'est quand même une belle distribution talentueuse. Et ça donne à chaque personnage une présence, une nuance
et une émotion que très peu de jeux indépendants, donc je souligne également, enfin vraiment indépendants pour le coup, parviennent à atteindre. Donc les conversations sonnent, à mon sens, très naturelles, c'est drôle, c'est piquant, parfois c'est poignant, et ça résonne souvent plus comme une série animée de qualité, plus que comme un jeu vidéo classique. Et c'est peut-être parce que... C'est pas un reproche. C'est peut-être parce que de base, ça devait être une série live avec des vrais acteurs. Ils voulaient miser sur un truc cross-média et ça a planté à cause du Covid qu'ils ont fait ce jeu. Et ils ont l'air d'avoir gardé finalement cette grosse philosophie acting de ce que tu en dis en tout cas. Bah exactement, j'allais en parler justement un petit peu tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Au départ, en fait, ça devait être une série live qui devait justement découler sur des bandes dessinées et découler sur un jeu vidéo. Les bandes dessinées ont été faites. Alors, en France, elles sont uniquement accessibles en numérique dans l'édition Deluxe, mais elles ne sont pas traduites, elles sont intégralement en anglais. Et en fait, c'est 4 bandes dessinées qui retracent le parcours de 4 personnages de cette fameuse team. Je pense que ce qu'on joue dans le jeu, ça devait être l'équivalent de la saison 1 de Dispatch, en fait, enfin du moins de la série télé qui était prévue. Et ils ont prévu une saison 2, a priori, ils en parlent en ce moment, une saison 2 à Dispatch, qui à mon sens devait peut-être plus être le jeu initial. Tu vois. Mais ça, on adore parce que ça fait belle stratégie cross-média, transmédia, comme on met souvent en avant dans la taverne, et je trouve ça génial. Quoi. C'est ça, et c'est exactement ce qu'on recherche, parce que tu sais, dans ce genre de jeu, en plus, c'est des jeux où tu vas avoir des QTE pendant tes cinématiques, donc ça t'oblige à avoir la manette tout le temps, et après tu vas devoir répondre à des choix. Et bah là, dans le jeu, dès le départ, quand tu lances le jeu, il te propose dans le menu de sélectionner 2-3 petites informations, donc c'est marrant, tu peux cacher la nudité et les contenus blasphématoires. Bon. Quand je lance ça, je fais contenu blasphématoire, de quoi il parle? Enfin bref, voilà. Et derrière aussi, tu peux enlever tout simplement les QTE. Donc garder uniquement les cinématiques. Tu regardes une série, quoi. Voilà, comme une série. Et tu fais les choix comme une série interactive, un peu comme la série... fait Netflix avec Black Mirror, non? Voilà, un peu comme la série avec Black Mirror. C'est exactement ça, en fait. Donc du coup, au final, tu as juste des cinématiques, tu as la possibilité, parce que je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait une fois avec tous les QTE et une fois pour aller plus vite, où j'ai passé que les cinématiques, et j'ai fait uniquement mes choix, en fait. Et du coup, c'est vraiment 2 expériences différentes, et c'est là que ça se rapproche le plus d'une série télé. Ouais, ok. Pour en revenir justement aux membres de l'équipe, donc chacun possède sa backstory, des motivations, des défauts, des aspirations également individuelles. Certains cherchent la rédemption, d'autres gèrent encore leur ego de super vilain, on va dire. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. D'autres encore tentent simplement de vivre une vie normale avec leurs pouvoirs, qui sont pas forcément des pouvoirs très glorieux. Il y en a un, par exemple, il a un pouvoir, c'est un espèce d'Aquaman, c'est un mec qui est toujours habillé avec des lunettes de plongée, un bonnet de bain et tout, parce qu'en fait ce mec là transpire tout le temps, et sa transpiration, en fait, c'est son pouvoir de flotte. Du coup, c'est dégueulasse, et ils l'ont mis où? Du coup, ils l'ont mis à nettoyer, en fait, le centre des super-héros. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile au quotidien, et je trouve que le jeu arrive vraiment à le mettre en avant, en fait. Et ce mélange crée une dynamique d'équipe déjà complexe, surtout très divertissante, parce que ça crée beaucoup de situations et de quiproquos, en fait, où tu as l'amitié, les inimitiés également, la rivalité, les alliances, et même parfois les romances qui se tissent au fil des épisodes. L'écriture explore les thèmes classiques, mais vraiment classiques de chez classique dans le jeu vidéo, il n'y a pas de surprise là-dessus. La responsabilité, la psychologie des héros, la célébrité et les enjeux que cette célébrité peuvent avoir sur une société qui place des individus extraordinaires dans des rôles ordinaires au final. C'est parfois absurde, c'est souvent drôle et c'est aussi triste par moments. Donc pour moi, je sais que de ce côté-là, ça a fait mouche. Ça me fait penser un petit peu à, tu sais, j'avais chroniqué le manga français Shin Zero. Et ça ressemble beaucoup à ça. D'ailleurs, faut que je te le rende, je te vois samedi, je vais te le rendre. Tu m'as pas déjà rendu. Tu l'as pas déjà rendu? Parce que je le vois dans ma bibliothèque, à moi je l'ai acheté en double, et ça peut m'arriver de l'acheter en double. Non, je regarde, mais il est bien plus là, donc oui, non, je te l'ai rendu au final. Et où c'était le système d'uberisation un petit peu du super-héros, où tu vas... c'est exactement ça. Voilà, t'es comme Uber Eats, en fait, t'es à un endroit, tu vois un cambriolage, t'appelles un super-héros, ou ton chat est bloqué dans un arbre et t'appelles ton super-héros. Et il y avait ce système un petit peu justement de dispatch, où tu vas prendre la mission ou non, comme le Uber qui vient te récupérer ou non à la gare Saint-Lazare quand t'es en galère. C'est un très beau parallèle que tu fais là, parce que c'est exactement ça. J'en parlerai tout à l'heure dans la partie gameplay justement. Mais c'est exactement ça, et t'as vraiment tapé dans le mille.
Je vais rester quand même avant sur le style graphique de Dispatch, qui est pour moi l'une de ses composantes les plus marquantes, car son esthétique visuelle rappelle vraiment, on le disait tout à l'heure, l'animé plébiscité Invincible. Donc c'est dispo sur Prime d'ailleurs si vous voulez la regarder, avec des personnages très stylisés, des émotions très lisibles, des expressions faciales aussi très très détaillées et une animation fluide qui donne véritablement l'impression de regarder des épisodes d'une série animée plutôt qu'un jeu à jouer. On le ressent encore plus d'ailleurs quand on met pas les QTE. Bien sûr. Après, attention, c'est pas une bombe graphique. Le projet n'a clairement pas pour vocation de rivaliser avec des AAA hyper réalistes. À la place, il mise sur une direction artistique très expressive qui sert l'histoire. Et une mise en scène. Voilà, les émotions et l'impact des scènes. Et oui, la mise en scène, justement, tu as totalement raison, parce que tu as plusieurs scènes, j'étais choqué. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo narratif. Tu as toute une scène de baston dans un bar, par exemple, filmée en plan séquence. Je dis filmée parce que c'est une caméra numérique, même si tu as l'impression que c'est en 2D, ça reste de la 3D, où j'étais sur le cul de voir à quel point c'était bien fait. C'était bien fait, en fait. Tu sens que les mecs ont compris leur personnage, les pouvoirs de leur personnage, et du coup, ils en profitaient pour faire virevolter la caméra un petit peu partout pour voir les combats se dérouler. Donc c'est une baston de bar entre poivreaux, tu vois. Et les super-héros qui arrivent au fur et à mesure, chacun avec leurs pouvoirs et chacun avec leurs attentions. Franchement, c'était super, super beau à regarder. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah oui, quand même, là, le jeu vidéo atteint quand même... toi, c'est là où j'étais encore surpris du jeu vidéo. Alors, pourtant, on sait que le jeu vidéo, c'est ouf, mais c'est là que je me suis dit, c'est fou, parce que là, la frontière entre l'animé et le jeu vidéo est tellement mince que ma femme est arrivée, elle voyait regarder ça, elle fait, tu regardes une nouvelle série? Non, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, tu vois. C'est vraiment à quel point c'est assez fort. Et puis on voit une belle maturité quand même dans leur projet. Tu parles de si la mise en scène est aussi chiadée, ça montre que voilà, ils y réfléchissent pas maintenant. Il y a une belle maturité dans le truc, j'ai l'impression. Oui, puis t'as plein de petites scènes. Toi, par exemple, t'as une scène où t'as un personnage qui doit rentrer dans une espèce de boutique pour aller se battre contre un gars, et ça va être filmé via des caméras de surveillance, et ton personnage va guider le personnage qui va avancer de l'autre côté, un petit peu comme dans Spider-Man, mais c'est pareil, c'est fait avec la caméra qui passe dans la caméra de surveillance, justement, qui va se retrouver devant la personne. La caméra va passer derrière elle pour arriver devant l'ennemi qui est en train de faire quelque chose, puis va revenir pour voir l'otage. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Ils se sont éclatés, en tout cas, avec leur mise en scène. L'interface de narration également, donc c'est une animation de personnage vraiment comme une série télé. T'as ces fameuses transitions cinématiques que je t'ai dit, et c'est là que tu vas avoir les choix narratifs que tu vas pouvoir faire. Certains, tu vas pouvoir prendre le temps de répondre, d'autres, tu vas avoir un temps limité, donc c'est à toi de répondre directement, sinon le jeu prend au hasard une réponse, voire des fois ne répond pas. Donc c'est marrant, c'est que des fois tu peux voir un perso se vexer parce que il va poser une question, ton perso va pas répondre parce que t'as pas eu le temps, et du coup ça crée de petites cinématiques en plus qui peuvent modifier ton histoire. Ok. Le cœur du gameplay, donc t'en parlais tout à l'heure, justement, donc on va revenir là-dessus. Ça se repose sur 3 piliers majeurs, donc narration interactive, donc tout au long des 8 épisodes, on prend des décisions dans des arbres de dialogue, ça je l'ai dit, ça change pas. Les choix sont souvent, à mon sens, purement esthétiques, parce que même si tu vas changer telle personne dans ton groupe, tu vas avoir une romance avec telle personne, globalement ça se passe à peu près toujours de la même manière. Tu peux modifier quelques petites choses, donc c'est plus une sensation d'avoir des choix, c'est relativement bien fait, mais c'est pas comme un D3 où on a des pans de jeu totalement différents. C'est une illusion. C'est une illusion de choix, tout à fait. Et entre ces séquences de dialogue, il y a la fameuse gestion tactique des missions. Donc on passe sur une interface de gestion où on consulte la Super Hero Carte. Donc c'est un tableau qui affiche plusieurs incidents simultanés à gérer, et ça prend forme de la carte de la ville, un petit peu comme dans les jeux This is the Police, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas avoir des gens qui vont téléphoner parce qu'ils ont des soucis, ou via l'application pour dire qu'il y a des problèmes, ça va popper sur ta map, et c'est à toi de décider quel héros tu vas envoyer, donc sur quelle mission, en fonction des compétences, des affinités, du niveau d'énergie et surtout environnemental du héros. Tu vois, si tu as un personnage de flotte, tu vas l'envoyer dans un lieu où il y a le feu, par exemple, pour pouvoir éteindre le truc, et non l'inverse, parce que tu peux empirer au contraire le truc. Donc c'est à toi de bien gérer. C'est un mini-jeu de stratégie, donc très très simple à prendre en main, même s'il y a un timing qui est quand même assez fort. Et c'est un système également qui est très simple à comprendre. Donc c'est une petite bulle qui pop, tu vas cliquer sur la bulle, tu choisis qui tu envoies en fonction des stats de ton personnage, tu vas le voir se balader dans la ville en fonction s'il est à pied ou s'il vole ou des choses comme ça. Il va arriver sur place, il va résoudre la mission. S'il y arrive, ça te dit que c'est bon et il repart au central se reposer.
S'il n'y arrive pas, il part quand même se reposer au central, mais la mission est un échec. Ou au contraire, il peut lui arriver quelque chose sur place, des problèmes. Donc là, tu peux lui envoyer des renforts, tu peux lui dire de la manière dont il doit agir. C'est comme si le mec il t'appelait sur son téléphone. Ouais. Là, le gars, il a 6 otages et il menace de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Improvise-lui du pole dance, par exemple. Enfin, tu vois, tu peux le faire. Donc c'est assez rigolo parce que ça crée certaines situations un peu cocasses, surtout quand tu vois la tête des personnages, quoi. Après aussi, une mauvaise combinaison peut vraiment mener non seulement à l'échec de la mission, à la perte de confiance d'un héros, voire la perte de confiance du peuple, tout simplement, et ce qui peut faire aussi disparaître ce héros sur les missions à venir. Ton héros, il peut être tellement blessé qu'il peut ne plus être là dans ta rotation, et tu vas te retrouver avec 6 héros au lieu de 7, et ça peut vraiment changer la donne quand t'as un kaiju qui déboule et qui pète tout, par exemple. Le troisième pilier, c'est des mini-jeux, donc de hacking et de réaction rapide. Donc c'est des jeux qui s'intercalent justement dans ces phases-là où tu vas devoir aller pirater des ordinateurs, des caméras, des choses comme ça. C'est souvent via un système de quick time event où on fait bouger une petite boule sur une grille. En fait, on doit faire attention que le virus arrive, il faut le bon antivirus. C'est du classique. Et par contre, ça te donne des bonus à la clé, en fait. Donc ce qui peut rendre ton équipe beaucoup plus forte. Ok. Une décision maladroite ici peut mener à un échec partiel, donc ça affecte non seulement la réputation du SDH dans la ville, mais aussi la confiance qu'a un héros envers Robert. Et ça, il peut lui en parler dans les cinématiques suivantes, en fait. Donc même si le jeu a toujours la même finalité, il y a quand même des petites péripéties qui peuvent changer en fonction de ton skill, on va dire. Ok. Après, c'est pas Dispatch, c'est pas juste un jeu. Il a d'ailleurs très peu de gameplay au final, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une expérience narrative complète, un mélange réfléchi de gestion stratégique et d'interaction humaine. Le choix compte, hein, on va dire ça ressemble davantage à une grosse série télé potache, mais en fait pas tant que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de profondeur envers les personnages. Dans les thématiques. Et surtout ces personnages sont très très attachants en fait. Moi quand j'avançais dans le jeu, j'étais très attaché à cette équipe de losers, et il y a des moments, par exemple ton chef te demande de leur mentir ou des choses comme ça, et des fois ça te fait chier, et tu peux te désobéir aussi à leurs ordres, et c'est là que c'est fort, et c'est là que le jeu a réussi à mine de rien à faire quelque chose de vraiment intéressant. C'est de te faire attacher à des personnages alors que tu joues peu au final, et surtout sur un laps de temps aussi court en fait. C'est pas comme si tu jouais 50 heures sur un jeu, tu vois. Là tu joues sur 12 heures, c'est 8 épisodes d'1 heure, 1 heure et demie max, et tu t'attaches quand même à ces personnages. Alors je vais conclure. Dispatch est un excellent jeu narratif. C'est une expérience complète, un mélange réfléchi de gestion stratégique, d'interaction humaine et de choix qui comptent. Il rassemble tout ce que j'aime, moi, dans le jeu vidéo, de l'humour, de la drame, profondeur de personnages, un gameplay ludique. Par son concept intéressant, son écriture intelligente et son casting remarquable, avec un gameplay qui sait varier les plaisirs entre stratégie, choix narratif et mini-jeux, Dispatch se hisse rapidement comme l'un des jeux narratifs les plus marquants de ces dernières années. Et tu en parlais tout à l'heure, le cross-média est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et j'aimerais voir peut-être, pas un film, mais un animé Dispatch, que ce soit en série ou en animé, pourquoi pas des BD Dispatch. J'avais envie d'en savoir plus sur cet univers qui au final est quand même assez atypique. On n'est pas dans quelque chose de nihiliste à la The Boys où tu vois, ils ont vraiment poussé les potards à fond, comme quoi les super-héros c'est tous des enfoirés. Là c'est un peu un métier comme un autre avec des tâches plus ou moins ingrates en fait, mais sous toile de fond super-héroïque. Et je trouve que c'est un vrai vent de fraîcheur dans l'histoire du super-héros. Écoute, trop bien, je savais que ça allait te plaire quand je t'avais en plus. Je te l'avais envoyé très très tôt parce que j'étais tombé dessus. Ouais, il était dans mon backlog, je te l'avais dit. Ouais. C'est vraiment pas ma came parce que c'est des jeux narratifs et moi faut que je joue. Mais je me doutais que ça te plairait. En plus, il a eu un prix au Steam Awards 2025 pour son récit, la qualité de son récit. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit, qui a bien buzzé. C'est très chouette parce que il fait un retour fracassant sur la scène du jeu narratif, quoi. Oui. Qui s'était un petit peu essoufflé. Et puis ils ont annoncé en plus parce que je suis le Twitter du studio, ils ont annoncé qu'ils avaient fait 3 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même très très bien pour un jeu narratif. Du coup ça les incite à vouloir faire des suites, et ce qui est cool aussi c'est qu'au départ ils avaient projet de faire ça avec des vrais super-héros Marvel, et je pense qu'ils n'auraient pas eu la latitude qu'ils ont eu là en fait, justement en inventant leurs propres super-héros. Et c'est ce qui est cool parce que même si c'est des super-héros qui s'inspirent de super-héros existants, faut pas se leurrer, ils sont quand même suffisamment différenciants en fait pour que tu te dises pas c'est juste le sosie de la Torche Humaine par exemple. Donc c'est donc la fin de mon test.
Ça, à ton tour, tu vas nous parler d'un jeu de cartes, un deck building. Ça fait longtemps, ça fait au moins peut-être 1 an que tu nous as pas parlé de jeu de cartes. Ouais, j'avais parlé d'un jeu de société, en effet, Duel Seigneur des Anneaux. Et là, donc, c'est Ascension, qui est un jeu de deck building. En effet, on précisera un petit peu après ce qu'est le deck building. C'est un jeu qui a 15 ans, mais il est revenu en force pour son édition anniversaire, où ils ont beaucoup simplifié les choses. Donc, c'est une édition que tout de suite, je recommande vivement. Et on fera un petit parallèle avec un style de jeu vidéo que j'adore, qui a beaucoup de traits en commun avec le deck building, mais avant un petit peu de musique. Ce sera de la musique de jeux vidéo, je vous laisserai deviner ce que c'est. Donc le deck building, si on rappelle un petit peu ce que c'est, je parlerai quasiment pas des règles du jeu, donc c'est le seul petit instant règle. Un deck building, c'est en gros, tout le monde commence avec déjà un deck, c'est un paquet de cartes, tout le monde commence avec le même paquet de cartes, donc 10 cartes identiques, et au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir acheter des cartes qui sont sur une rivière, donc il y a 5-6 cartes qui sont distribuées aléatoirement et remplacées à chaque fois, et qui vont venir agrémenter petit à petit notre jeu de cartes, pour à la fin, enfin en cours de partie et à la fin, avoir un jeu totalement différent de notre adversaire. Et l'idée, c'est de totaliser le maximum de points de victoire. Mais je me souviens bien, on avait fait ce jeu-là il y a facile une quinzaine d'années quand c'est sorti. De mémoire, c'est bien ça, hein? C'est tout à fait ça, oui. Ouais, je me souviens. C'est vrai que moi, je suis nul à chier dans le deck building, donc vous m'avez roulé dessus à de nombreuses reprises, mais j'en ai quand même un bon souvenir. Ouais, c'est très très cool. C'est un jeu qui est vraiment super. Super parce que c'est accessible, c'est fluide, on comprend tout de suite. Même pour une non-initiée, moi je l'ai fait avec ma compagne du coup qui a tout de suite accroché alors qu'elle n'est pas du tout jeu de société. Donc c'est vraiment Ascension, c'est pour moi le deck building par excellence. Et pourquoi ça l'est? Derrière ce jeu, il y a Justin Gary, donc que tu connais certainement pas, Kira, mais pas du tout. le monsieur est un ancien champion de Magic the Gathering, donc le TCG cette fois-ci, et il voulait justement dans l'esprit simplifier le TCG, où là c'est beaucoup plus dense, où il faut construire en amont de la partie son deck, construire des stratégies au préalable et après affronter quelqu'un. Là on construit son deck en même temps que son adversaire et pendant le temps de jeu, donc ça change complètement le paradigme du jeu. Et c'est en ça, ça change vraiment tout et ça rend le système beaucoup plus accessible. Pas besoin d'acheter des extensions, de suivre la méta, de suivre les tendances de stratégie. Là, on achète notre boîte et voilà, on n'a plus qu'à jouer. Donc, c'est très, très bien. Le deck building, c'était pas nouveau. Il y avait Dominion avant qui avait inventé le genre en 2008. Mais Ascension l'a rendu plus dynamique parce qu'il a créé ce système de rivière, comme j'expliquais, de cartes que tu vas acheter au fur et à mesure de la partie de façon aléatoire. Là où Dominion, le marché était statique, tu savais ce que tu allais acheter en temps réel. Ouais. Là, avec Ascension, s'il y a de l'aléatoire, donc tu as des decks différents qui se construisent au gré de la partie. C'est là qu'on ressent vraiment plus le côté Magic, quoi. Et oui, il y avait en effet cette très grosse inspiration Magic, et dans l'efficacité des cartes, et dans l'efficacité du design du jeu. Et d'ailleurs, dans le design du jeu, on a Rob et Brian, qui ont des noms de famille, mais j'ai pas tenté, parce que rien que de les lire, ils me font peur, leurs noms de famille, donc navré pour eux. À part Brian Kibler, ça c'est facile à dire, mais l'autre, je ne me prononcerai pas. Et Rob, c'est le créateur de Stalrim, et Hero Rim aussi, si vous... Voilà, c'est des monuments. Les Rohirrim Non, ça c'est dans... Les Rohirrim, ça c'est dans le Seigneur des Anneaux. Qui ont travaillé tout le système d'équilibrage et de montée en puissance du jeu. Et il y avait Eric Sabi aussi, qui a un style de dessin très particulier, unique, qui donne en plus à Ascension un côté très onirique, très fantasy moderne. Enfin, esthétiquement, c'est très très beau. C'est un vrai style. Donc on voit un grand mélange de talents qui ont forgé le genre. Et c'est en ça vraiment qu'on voit le monument qu'est Ascension dans le deck building. Il a vraiment créé, presque façonné le genre moderne du deck building. Ouais, c'est le taulier du deck building, quoi. Exactement. Et Justin Gary, pour en parler de son jeu, il paraphrasait Da Vinci, le très connu, et il disait la simplicité et la sophistication suprême. Et ça représente, je trouve, très bien ce jeu, parce que c'est simple
et en même temps extrêmement sophistiqué, qui fait que c'est toujours valorisant pour le joueur. C'est simple et en même temps, tu vois, t'es créatif, tu crées ton jeu, ça fait quelque chose et t'en as tout de suite le résultat. Et c'est génial, tout simplement. D'accord. Dans Ascension, il y a un univers, Kira. Bon, il y a un dieu déchu, il y a le monde de Vigile, il s'appelle, où il y a un dieu Samael. Enfin, il y a tout un lore. En vrai, le lore dans les jeux de société, bon, à moins que vous soyez très roleplay, moi, je le connaissais pas avant de m'y intéresser pour la chronique. Mais en tout cas, il y a tout un univers très cohérent visuellement. Déjà, ça, c'est important. On est, comme je disais, sur de la dark fantasy onirique. Et Kira, il y a plein d'extensions à Ascension qui ont toutes leurs pattes, leur univers. Par exemple, tu as les éclairés qui a des couleurs plus bleues, la sagesse qui te fait piocher des cartes. Tu as la Légion du Néant, donc Void, qui là, il faut détruire des cartes, c'est plus brutal, c'est plus dans le combat. Donc, au travers de leur esthétique et au travers de leur lore, de leur monde, univers, ils ont décliné en plus des extensions qui rend le truc assez organique, comme on aime bien dire, et sympa. Oui, puis ça permet de relancer toujours l'intérêt du jeu pour éviter que les gens tournent en rond au final. Oui, déjà parce que de base, le deck building, son très grand intérêt, c'est la rejouabilité, parce qu'aucune partie est identique, puisqu'à chaque fois, on va avoir des cartes différentes à acheter, on va se construire un jeu différent, et on va se créer des stratégies différentes. Sauf que, malgré tout, à un moment, forcément, on connaît très bien les stratégies, on connaît très bien les cartes, c'est rodé, et il peut y avoir en effet une petite lassitude qui se crée. Donc de passer d'une extension à une autre, ou de combiner les jeux entre eux, parce que c'est possible, ça rajoute en effet une rejouabilité qui est infinie presque. Imagine. Mais ce qui est génial avec le deck building, c'est que ça rend le TCG, donc qui est plus les jeux Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, qui sont des mastodontes compétitifs plus lourds. Là, c'est un excellent point d'entrée, le deck building, au jeu de cartes, à la stratégie que l'on construit en temps réel, et in fine, à un style de jeu vidéo que j'aime par-dessus tout, Kira, qui est le roguelite. Le deck building, c'est le roguelite du jeu de cartes, en fait. Ouais, parce que tu repars à zéro tout le temps, en fait, c'est pour ça. Et ouais, tu repars à zéro tout le temps. Tu as une notion d'aléatoire à chaque fois, qui est une aléatoire qui vient soit du monde qui est généré aléatoirement, soit les objets que tu vas récupérer, les armes, les monstres que tu vas rencontrer. Là, c'est pareil avec ta rivière de cartes que tu vas piocher. Dans les roguelites, c'est des jeux où tu meurs très vite, donc il faut prendre des risques. Là, quand tu construis ton deck, tu mises sur une stratégie, tu prends un risque qui peut t'emmener très vite à la défaite, comme dans un roguelite. Et en plus, tu l'as dit, Kira, une des plus grosses dimensions de ce style de jeu vidéo, c'est le système de run. On va jouer 20 minutes, une demi-heure, une heure, on va mourir, on va prendre de l'expérience, nous, en tant que joueurs, mais en même temps, on va débloquer des capacités pour nous faire revivre une nouvelle run et être encore un peu meilleur, aller à chaque fois un petit peu plus loin. Et le deck building, c'est complètement ça. On va apprendre de nos erreurs, on va apprendre les cartes, on va apprendre les stratégies pour, à la fin, être de plus en plus meilleur à chaque partie qui dure une vingtaine, une trentaine de minutes, comme dans un roguelite. Donc le parallèle en jeu vidéo, c'est Sly the Spire, c'est un des monuments. Donc si vous aimez ce jeu vidéo, pareil, je vous conseille le deck building en termes de jeu de cartes. Donc en conclusion, j'ai fait un petit peu plus vite que prévu parce qu'on avait pas mal papoté avant. Ascension, c'est pour moi le pilier absolu du deck building parce qu'il est extrêmement efficace, il est extrêmement accessible, il est fluide en fait. Que vous soyez expérimenté ou non, ça vous donne un incroyable point d'entrée au jeu de cartes stratégique comme ça. En plus, il y a une direction artistique très jolie. Il y a une édition 15e anniversaire qui vient de sortir, qui est à peine 20 ou 30 euros, je crois, qui est pas chère. Et en plus, vous êtes amateur de jeux vidéo très certainement comme Kira et moi, c'est, je pense, un des styles de jeux de société les plus jeux vidéo qui existent, modernes. Donc vraiment, c'est un incroyable coup de cœur pour moi. Ça fait 15 ans que le jeu me suit et j'adore toujours autant aujourd'hui. D'accord, ouais, en effet. Moi, après, pour que je me rappelle encore un jeu de deck building 15 ans après. Pourtant, c'est vraiment pas ton truc. Voilà, marqué à l'époque, mais c'est vrai que ça a l'air d'avoir pas mal relancé vraiment l'ADN du jeu au final. Ça a l'air d'être complètement différent dit comme ça. Ouais, cette édition 15e anniversaire vaut le coup. C'est encore plus fluide, plus moderne, plus intéressant.
Vraiment, moi, je l'ai eu en cadeau à Noël. Redécouvert. J'en suis trop content et en effet, je le redécouvre. Bref, c'est génial. D'accord. Bon, bah, notez, si vous voulez vous faire plaisir. Un petit jeu de deck building, ça peut toujours marcher en soirée avec des amis. Exactement. Est-ce que tu as des big up à faire avant de terminer l'émission ? Alors, tout à fait, Ciné-Lover qui nous a mis 5 étoiles pour un podcast non politique qui s'intéresse aux jeux vidéo et seulement ça. Et donc, c'est important. Bisous à toi. Et c'est important pour nous, justement. Tout le monde veut tout politiser tout le temps, nous, on veut pas. Voilà. C'est notre ligne éditoriale, tout à fait. Il y a Gronesta qui nous a fait un gentil message sur le formulaire du site web et sachez que c'est comme ça que vous passez dans l'émission, c'est grâce au formulaire sur notre site latavernedugamer.fr et il aime tout sauf que il a des soucis avec son banquier parce qu'on lui donne beaucoup trop envie de jouer à plein de jeux, donc le pauvre. Et bienvenue dans notre club parce que nous aussi on a des soucis avec notre banquier. C'est vrai. Il y a Babouche 5 étoiles qui nous adore tous les deux, qui nous a fait un très gentil message aussi. Merci beaucoup. Là, c'est un test. Donc non, il ne fallait pas que je le lise, celui-ci, mince. Il y a Alban qui nous aime beaucoup et qui nous souhaite une bonne année. Je rattrape, je vais un petit peu loin dans nos formulaires. Jonathan Roche, je crois que je l'avais dit. Enfin bref, vous êtes nombreux à nous écrire. Merci. Ah oui, c'était... Non, il y en avait un autre que j'ai oublié, navré. Vous êtes si nombreux, mais merci beaucoup pour tout cet amour. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur en tout cas. Bah, c'est le moment de conclure, je te laisse le mot de la fin et puis c'est fini. Eh bien écoutez, Kira, un grand merci pour cette émission à nouveau. Merci à tous pour votre soutien indéfectible qui fait vraiment, vraiment du bien. Donc allez voir des films au cinéma 28 ans plus tard comme Kira ce week-end. Temple des morts. Jouer à Dispatch, petite pépite indé narrative que Kira a adoré. Jouer à des jeux de société, c'est hyper convivial, ça fait du bien de nos jours. Donc Ascension, jeu de cartes que je vous conseille évidemment du fond du cœur. Mais surtout, avant tout, jouez à ce que vous voulez, regardez ce que vous aimez. Bref, faites-vous plaisir. Et Kira, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.